Bonsoir à tous et bienvenue sur Cvide pour un nouveau voyage au bout de la nuit avec moi. J'espère que vous allez bien, mais je suis super contente de vous retrouver pour continuer pour vous la lecture des voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Donc, il raconte l'histoire du jeune Gulliver qui va débarquer malgré lui sur l'île des Lilliputiens, où il va se retrouver face à des hommes tellement minuscules qu'il sera vraiment le géant de l'île et il va devoir vite. Enfin, c'est plutôt les Lilliputiens qui vont vite trouver le moyen de se défendre face à lui. Donc il sera plutôt en milieu hostile. Il va ensuite atterrir sur l'île de Brobdingnag, un peuple de géants cette fois-ci, où il sera réduit à l'état de nain. Et en fait, donc, dans l'œuvre de Gulliver, on a vraiment, dans les voyages de Gulliver, on a vraiment un jeu sur la taille. Et cette métaphore, en fait, est venue à Swift après le crash boursier de 1720, où il avait lui-même, Swift, acheté des actions de la Compagnie des mers du Sud. Et la spéculation avait fait grandir la valeur de ces actions et puis chuter ensuite d'un seul coup, ce qui a finalement ruiné bon nombre de commerçants britanniques. Donc voilà d'où lui est venue cette idée de jeu sur la taille. Je vais vous dire un propos que Jonathan Swift a dit en s'adressant dans une lettre à Pope. Le principal but que je me propose dans tous mes travaux est de vexer le monde plutôt que de le divertir. Voilà la grande base de misanthropie sur laquelle j'ai élevé tout l'édifice de mes voyages. Et il parle bien sûr des voyages de Gulliver. Et vous allez le voir, justement, en faisant mine de décrire un monde imaginaire et tellement éloigné du lecteur et du monde dans lequel évolue Swift, finalement, c'est bien sûr sa propre société, la société de son époque, la cour, la politique d'Angleterre, dont Swift fait évidemment la satire. Mais on va continuer tout de suite cette lecture. Nous en sommes dans le voyage 1, le voyage à Lilliput chez les Lilliputiens. Et Gulliver a la chance d'avoir un conseiller qui va lui dévoiler tout ce qui se manigance contre lui. Sa Majesté impériale, qui ne voulait absolument pas de votre exécution, eut la grande bonté d'exprimer l'opinion que, si la privation de vos yeux était considérée comme une peine trop légère, on pourrait lui en adjoindre une autre. Alors votre ami le secrétaire redemanda humblement la parole et, puisque le trésorier de Sa Majesté s'était plaint de la très lourde charge que vous représentiez, il fit ressortir qu'il n'était pas difficile à son Excellence, qui gère à lui tout seul les biens de l'empereur, de remédier à cet état de choses, en diminuant peu à peu vos rations. Ainsi, faute de nourriture, vous vous affaibliriez progressivement. Bientôt, vous perdriez tout à fait l'appétit. Et en quelques mois, vous seriez mort. La décomposition de votre cadavre serait alors beaucoup moins dangereuse, puisque votre volume aurait diminué au moins de la moitié. D'ailleurs, aussitôt après votre mort, 5 ou 6 000 sujets de Sa Majesté pourraient très bien, en 2 ou 3 jours, nettoyer vos os de leur chair et transporter celle-ci dans des charrettes pour aller l'enterrer au loin. On éviterait ainsi tout risque d'épidémie, mais on conserverait le squelette comme un objet d'admiration pour les générations à venir. Ainsi, grâce à la grande amitié que vous porte le secrétaire, toute l'affaire s'est conclue par un compromis. On décida de maintenir absolument secret le projet de vous faire mourir peu à peu d'inanition, mais la décision de vous crever les yeux demeure au procès-verbal. Il n'y eut pas d'autre opposition que celle de l'amiral Bolgolam, qui est une créature de l'impératrice et qui n'a pas cessé de réclamer votre mort. C'est elle qui le pousse, bien sûr, car elle ne vous pardonnera jamais l'infâme et illégal procédé que vous avez employé pour éteindre l'incendie de ses appartements. Dans 3 jours, donc, votre ami le secrétaire d'État sera mandé officiellement pour vous lire l'acte d'accusation, puis il vous notifiera la mesure d'indulgence et la grande faveur dont vous êtes l'objet, de la part de Sa Majesté et de son conseil, et qui vous vaut de n'être condamné qu'à la perte de la vue. Sa Majesté ne doute pas que vous vous soumettrez à cet arrêt avec humilité et reconnaissance, et 20 chirurgiens de Sa Majesté seront chargés de veiller à ce qu'il s'exécute bien. On vous priera donc de vous coucher à terre, et on tirera dans vos prunelles des flèches particulièrement bien aiguisées. Je vous laisse à votre prudence le soin de décider ce qui vous reste à faire. Quant à moi, il faut que je m'en retourne sur l'heure, et aussi discrètement que je suis venu, sinon j'éveillerai les soupçons. Il s'en alla donc, et je restai tout seul, l'esprit rempli d'angoisse et de perplexité. L'empereur d'alors et ses ministres avaient mis en usage un étrange procédé,
dont on m'assura qu'il était bien opposé à toutes les traditions anciennes. Chaque fois que la cour dictait quelque sentence cruelle, pour assouvir la rancune du prince ou la haine d'un favori, l'empereur faisait un discours en séance plénière du conseil. Il y parlait de sa bonté d'âme et de sa douceur, comme de vertus que le monde entier se plaisait à reconnaître. Ce discours était aussitôt publié dans tout le royaume, et rien ne terrifiait autant la population que ces panégyriques de la clémence royale, car on avait remarqué que de tels éloges étaient d'autant plus outrés que la sentence était plus inhumaine et la victime plus innocente. Quant à moi, je dois avouer que n'étant préparé ni par ma naissance ni par mon éducation à être courtisan, j'étais si mauvais juge en la matière que je ne sus discerner la douceur ni la bienveillance de la sentence qui me frappait. J'avais l'impression, trompeuse peut-être, qu'elle n'était pas si douce que cela. L'idée m'effleura d'abord de laisser mon procès avoir lieu. Car si les faits reprochés aux différents articles étaient patents, j'espérais en tout cas pouvoir plaider les circonstances atténuantes. Mais comme j'avais dans ma vie suivi de près le déroulement de plusieurs procès politiques et remarqué que les sentences y étaient toujours celles que les juges avaient d'avance en tête, je n'osais pas m'en tenir à une décision si risquée en des circonstances si critiques et en face d'ennemis si puissants. J'eus un moment la tentation de faire un coup de force. Et certes, tant que j'avais ma liberté de mouvement, toute l'armée du royaume n'eût pas suffi à me réduire et il m'aurait été très facile de démolir à coups de pierre toute leur capitale. Mais je rejetais ce projet avec horreur, me rappelant le serment que j'avais fait à l'empereur, les faveurs que j'avais reçues de lui, et ce haut titre de Nardac qu'il m'avait conféré. Et puis je n'avais pas appris si vite la gratitude courtisane. Je ne pouvais me persuader qu'à cause des rigueurs présentes de Sa Majesté, j'étais quitte de toute obligation envers elle. La décision que je pris en fin de compte me vaudra sans doute quelques reproches, qui ne seront pas immérités, car, je le confesse, ce fut par un effet de mon irréflexion et de mon manque d'expérience que je choisis de sauver mes yeux et par conséquent ma liberté. De fait, si j'avais su alors à quoi il fallait s'attendre, avec les princes et les ministres, tels que je les ai observés plus tard dans d'autres cours, si j'avais su quel traitement ils savent infliger à des criminels moins haïssables que moi, je me serais aussitôt soumis, avec joie, à une peine si douce. Mais je me laissais emporter par la fougue de la jeunesse, et comme j'avais l'autorisation de Sa Majesté de rendre visite à l'empereur de Blefuscu, je voulais mettre cette chance à profit dans les 3 jours qui précédaient mon exécution. J'envoyai donc une lettre à mon ami le secrétaire, lui annonçant que je partais le matin même pour Blefuscu, ainsi que j'en avais la permission. Sans attendre la réponse, je me dirigeai vers le point de la côte où était notre flotte. Je choisis un gros vaisseau de guerre, attachai un câble à sa proue, sortis de l'eau ses ancres et, après m'être dévêtu, le chargeai de mes habits, ainsi que de mon couvre-lit que j'avais emporté sous mon bras. Puis tantôt marchant dans l'eau, tantôt nageant, je le remorquai jusqu'au port royal de Blefuscu, où la foule m'attendait depuis un grand moment. On me donna 2 guides pour me conduire jusqu'à la capitale, qui porte le même nom que l'île. Je les pris dans mes mains jusqu'à 100 toises des portes de la ville, où je les priai d'aller annoncer mon arrivée à un des secrétaires d'État et de lui faire savoir que j'attendrais sur place les ordres de Sa Majesté. On me fit répondre 1 heure plus tard que Sa Majesté, accompagnée de la famille royale et des grands officiers de la cour, avait quitté le palais pour venir me recevoir. Je fis à leur rencontre 100 de yards. L'empereur et son escorte descendirent de cheval. L'impératrice et ses suivantes de leur carrosse, sans montrer à ma vue ni frayeur ni appréhension. Je m'étendis à terre pour baiser la main de l'empereur et celle de l'impératrice. Je dis à Sa Majesté que j'étais venu selon ma promesse, et avec le consentement de mon maître et empereur, pour avoir l'honneur de voir un monarque si puissant et lui offrir tous les services que je pourrais lui rendre et que me permettrait mon allégeance à mon propre suzerain. Mais de ma disgrâce, je ne dis mot, car je n'en avais pas eu jusque-là la notification officielle et pouvais faire comme si je n'en savais rien. L'idée ne m'effleurait même pas d'ailleurs que l'empereur irait en révéler le secret tant que je serais hors de sa portée, ce en quoi je vis bientôt que je m'étais trompée. Je n'ennuierai pas le lecteur par une description minutieuse de ma réception à la cour, qui fut digne en tout point de la générosité d'un si grand monarque. Passons aussi sur l'embarras où je fus de n'avoir ni toit ni couche et de devoir dormir sur le sol enroulé de mon couvre-lit.
Chapitre 8. L'auteur, par un heureux hasard, trouve le moyen de quitter Blefuscu et, après quelques difficultés, retourne sain et sauf dans sa patrie. 3 jours après mon arrivée, je me promenais par curiosité le long de la côte nord-ouest de l'île, quand j'aperçus dans la mer, à une demi-lieue environ, quelque chose qui ressemblait à un bateau retourné. Ayant retiré mes bas et mes souliers, et m'étant avancé de 200 ou 300 yards dans la mer avec de l'eau jusqu'à mi-jambe, je vis l'objet se rapprocher de plus en plus, poussé par la marée, et je distinguai alors très nettement que c'était une chaloupe de gros navire, probablement jetée à la mer par un coup de vent. Là-dessus, je retournai en hâte à la ville, et priai Sa Majesté de bien vouloir mettre à ma disposition 20 des plus grosses unités que comptait encore sa flotte et 3000 marins sous la conduite du vice-amiral. Cette escadre fit voile autour de l'île tandis que je regagnais par le plus court chemin le point de la côte où j'avais aperçu la chaloupe, et je constatais que la marée l'avait encore rapprochée. Les câbles qu'emportaient les marins avaient la force voulue. Je les avais tressés moi-même à l'avance. Quand les navires eurent rallié, j'entrai dans l'eau. Je pus marcher jusqu'à 100 yards de l'épave, après quoi je dus me mettre à la nage. Les marins me lancèrent alors une corde dont je passai un bout par un trou situé à l'avant de la chaloupe et attaché l'autre à un vaisseau de guerre. Mais tant que je n'avais pas pied, je ne pouvais pas grand-chose et perdais beaucoup de mes efforts. J'en étais réduit à nager derrière la chaloupe en lui donnant de temps en temps une poussée. Cependant, la marée me ramenait peu à peu vers les hauts fonds de la côte. Je sentis enfin le sol sous mes pieds et me reposai 2 ou 3 minutes avec de l'eau jusqu'au menton. Encore quelques poussées à la chaloupe, et l'eau n'atteignait plus que jusqu'aux aisselles. Le plus dur était fait. Je pris alors sur le vaisseau qui les transportait 9 autres câbles que je fixai à la chaloupe. Je pus ainsi la faire remorquer par une dizaine de navires qui étaient à ma disposition. Le vent était alors favorable. Les marins tiraient, moi je poussais, et nous parvînmes ainsi à 40 yards du rivage. Il nous suffisait d'attendre que la marée baissât pour que le bateau se retrouvât à sec. Avec l'aide de 2000 hommes, et à grand renfort de cordes et de palans, je le remis sur sa quille. Je constatai alors qu'il était en assez bon état. Je ne vais pas raconter au lecteur tout le mal que j'eus, d'abord à me fabriquer les avirons, qui me coûtèrent 10 jours de travail, puis à rentrer par mer dans le port de Blefuscu, où la vue d'un bateau si prodigieusement grand emplit d'émerveillement les foules accourues au spectacle de mon arrivée. Ma bonne fortune, qui m'avait envoyé ce bateau, dis-je plus tard à l'empereur, voulait me ramener à quelque bord, d'où je puisse ensuite retourner dans ma patrie. Je le suppliai donc de bien vouloir me fournir l'équipement nécessaire et de m'autoriser à prendre congé, ce qu'après quelques protestations fort courtoises, il se plut à m'accorder. À ma grande surprise, tout ce temps avait passé sans que l'empereur de Lilliput eût soufflé mot de moi à la cour de Blefuscu. Je ne sus que plus tard la cause de son silence. Sa Majesté impériale, bien loin de soupçonner que j'avais eu vent de ses projets, me croyait simplement parti pour tenir ma promesse, comme il m'y avait autorisé, et comme la cour le savait fort bien. Il pensait donc que j'allais revenir au bout de quelques jours, une fois la formalité remplie. Mais il finit par s'inquiéter de ma longue absence et, sur l'avis du trésorier et de toute sa camarilla, il dépêcha à Blefuscu un haut personnage avec la copie de l'acte d'accusation dressé contre moi. Ce messager avait fait mission de faire valoir auprès du monarque la grande générosité de son maître, qui ne voulait pas m'infliger d'autre peine que la perte de mes yeux, de me représenter comme un contumax, et de le prévenir que si je ne revenais pas dans les 2 heures, je serais déclaré coupable de haute trahison et privé de mon titre de nardac. Il ajouta que, dans l'intérêt de la paix et de l'amitié entre les 2 empires, son maître espérait que son flair de Blefuscu donnerait l'ordre de me ramener à Lilliput, pieds et poings liés, pour y recevoir mon châtiment. L'empereur de Blefuscu mit l'affaire en délibéré pendant 3 jours. Puis il envoya une lettre pleine de civilité et de bonnes raisons. On ne pouvait, disait-il, songer à me renvoyer ligoté, son frère n'ignorait pas que c'était irréalisable. J'avais d'autre part de grands titres à sa gratitude, bien que je l'eusse privé de sa flotte, pour tous les bons offices que je lui avais rendus au moment du traité de paix. D'ailleurs, ils allaient bientôt pouvoir respirer l'un et l'autre, car j'avais découvert sur le rivage un vaisseau prodigieusement grand et capable de me porter sur la mer.
Il faisait remettre ce navire en état, avec mon aide et selon mes directives. Il espérait donc que, dans quelques semaines, les deux empires seraient débarrassés de la charge intolérable que j'étais pour eux. Le messager s'en retourna à Lilliput avec cette réponse et l'empereur de Blefuscu me mit au courant de toute l'affaire. En même temps et en très grand secret, il m'offrit sa gracieuse protection si je voulais rester à son service. Bien qu'il me parût sincère à ce moment-là, j'étais bien résolue à ne plus jamais me remettre entre les mains d'un prince ou d'un ministre tant que je n'y serais pas absolument forcée. Aussi, tout en le remerciant beaucoup de cette marque de faveur, je le priais humblement de m'excuser. Puisque le sort pour mon salut ou pour ma perte avait voulu que je trouvasse une embarcation, j'étais résolue, lui dis-je, à m'aventurer sur les flots, plutôt que d'être le sujet d'un différend entre deux si puissants monarques. L'empereur ne m'en parut pas du tout fâché, et je sus plus tard qu'il avait été fort aise de ma résolution, ainsi que la plupart de ses ministres. Ces considérations me poussèrent à avancer quelque peu la date de mon embarquement, et la cour, impatiente de me voir partir, me prêta toute l'aide désirable. 500 ouvriers travaillèrent sous ma direction à confectionner les 2 voiles de mon bateau, en 13 épaisseurs de leur toile la plus forte. Je me chargeai moi-même du très gros travail des cordages et tressai ensemble 10, 20 ou 30 de leurs câbles les plus épais. J'utilisai comme ancre une très lourde pierre que j'eus la chance de découvrir sur la côte, après une longue recherche. Et j'eus besoin de suivre de 300 bœufs pour graisser mon bateau et pour divers usages. Le plus dur fut d'abattre les arbres, choisis parmi les plus grands du pays, qui devaient fournir les mâts et les rames. Mais dans ce travail, je fus efficacement secondé par les charpentiers de la marine royale, qui mettaient partout la dernière main, ne me laissant que le gros œuvre. Quand tout fut prêt, au bout d'1 mois, je fis dire à Sa Majesté que je n'attendais plus que ses ordres pour prendre congé d'elle. L'empereur sortit du palais, accompagné de la famille royale. Je m'étendis à terre pour baiser la main qu'il daigna me tendre, comme firent après lui l'impératrice et les jeunes princes du sang. Sa Majesté me fit présent de 50 bourses contenant chacune 200 sprugs, ainsi que de son portrait en pied que je mis aussitôt dans mon gant, pour être sûr de ne pas l'abîmer. Les cérémonies d'adieu furent trop compliquées pour que j'en impose le récit complet au lecteur. J'embarquai sur ma chaloupe la viande de 100 bœufs et de 300 moutons et autant de plats préparés que purent en fournir 400 cuisiniers. Je pris aussi avec moi 6 vaches et 2 taureaux vivants, et un nombre égal de brebis et de béliers, car je voulais en introduire l'élevage dans mon pays. Pour les nourrir à bord, j'avais une botte de foin et un sac de grains. J'aurais volontiers emmené aussi une 12aine d'habitants du pays, mais l'empereur s'y opposa formellement. En plus qu'une fouille scrupuleuse de mes poches, Sa Majesté exigea de moi le serment de ne prendre à bord aucun de ses sujets, même s'il consentait ou m'en faisait la demande. Après avoir tout préparé du mieux que je pus, je mis la voile le 24 septembre 1701 à 6 heures du matin. J'avais parcouru environ 4 lieues pleines nord, le vent soufflant du sud-est, lorsque vers 6 heures du soir, j'aperçus une petite île, à une demi-lieue au nord-ouest. Je mis le cap dessus et jetai l'ancre sous le vent à l'île, qui paraissait inhabitée. J'y pris un léger repas et m'allai reposer. Je dormis bien et au moins pendant 6 heures, me sembla-t-il, car le jour se leva 2 heures après mon réveil. La nuit était claire, je déjeunai, puis levai l'ancre. Voilà, c'est tout pour cette édition de Voyage au bout de la nuit. C'était les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. J'espère que cette œuvre vous a plu, que cette lecture vous avait fait plaisir. En tout cas, moi j'ai passé un super moment en votre compagnie. Et puis n'hésitez pas à retrouver toutes les autres lectures de cette œuvre de Angèle et moi en replay. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée pour ceux qui se lèvent. Ciao.